si je commence donc sur les sujets qui seront à suivre pendant l'année, pour moi, au Moyen-Orient, on a une, un aspect de fausse normalisation régionale, normalisation aussi pour potentiel pour l'Iran. Donc, tout le monde s'interroge sur les prochains mouvements de Biden à l'égard de l'Iran. Normalisation au sein du Conseil de coopération du Golfe, donc l'espèce de rabibochage entre l'Arabie saoudite et les Émirats d'un côté, l'Iran de l'autre, sur les zones à suivre pour l'année. Les Amériques sont un sujet absolument fascinant à suivre à l'heure actuelle, avec cette ombre de la reconstitution post-Trump américaine. Est-ce que les démocrates vont arriver à sortir de l'ère Trump par le haut? Je pense avoir déjà dit l'année dernière qu'il y a quand même une inquiétude qui persiste parmi les Européens, notamment parce que le nouveau mot d'ordre de Biden officiel, c'est quand même de restaurer le leadership américain. En parallèle, la décomposition des progrès politiques dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, que les économistes prévoient un nouveau cycle faste pour les matières premières. Ce monde d'après, c'est un monde où, pour le dire assez crûment, la puissance chinoise pille les ressources d'un certain nombre de continents et on s'intéresse souvent moins aux investissements chinois en Amérique latine, mais ils sont absolument massifs. Autre région, l'Asie. Alors en Asie, la problématique centrale, c'est de savoir qui va s'aligner face à la remontada fantastique de la Chine, l'Europe, avec une France qui devra manœuvrer dans une Europe fragilisée par le Brexit et par la transition post-Merkel en Allemagne. L'Afrique, où on voit des transitions politiques qui sont fragiles, qui sont parfois dangereuses, avec le Sahel qui est en train de devenir le terrain de jeu ouvert des nouveaux djihadismes, à rentrer dans un cycle de dette monstrueux qu'il va falloir apprendre à gérer, y compris pour des pays riches. International Crisis Group fait les 10 conflits à suivre pour l'année. Tous, et ça c'est, je trouve également très important, tous ont mis le réchauffement climatique comme un enjeu majeur pour cette année. Alors maintenant, notre deuxième partie sur la course au vaccin. Le vaccin, c'est un sujet international, évidemment, c'est un sujet national très important, puisque vous avez bien noté que aujourd'hui, un certain empêtrement des autorités françaises sur la stratégie de vaccination et sur la communication à l'égard de cette stratégie, et que ce problème-là, il cache aussi tout le reste. C'est un sujet qui a la particularité d'être un sujet scientifique. C'est assez rare qu'en géopolitique, on se retrouve à travailler sur des sujets sur lesquels on peut se trouver vraiment en défaut de compétences objectives. Alors, je dois toujours dans un certain embarras et j'imagine le gouvernement dans le même embarras face à son conseil scientifique, face à des discours scientifiques qui sont parfois très contradictoires et dans lesquels on ne se sent pas autorisé à trancher parce que finalement, on a le sentiment que cette absence de compétences, elle peut avoir des conséquences graves. La réflexion sur le fait que le vaccin devrait ou non être un bien public. L'économie internationale, bien sûr, parce qu'à la fois, il y a beaucoup de mobilisation financière pour arriver à trouver ce vaccin, mais on a aussi, pour la relance de l'économie internationale, un besoin absolument vital de pouvoir avoir ce vaccin. La question de la hiérarchie des puissances qui se dessine derrière tout ça, puisqu'on a dans la course au vaccin des États qui se positionnent, des entreprises. Les entreprises, elles ont aussi des nationalités. On commence aussi à voir les effets politiques et géopolitiques de cette pandémie qui sont absolument massifs. Un désastre économique et social, et puis des politiques de gestion de la crise, pays par pays, qui font beaucoup de place aux réflexes autoritaires. Deuxième problématique, l'accès au vaccin qu'on voit de la part des États, c'est le déploiement d'une diplomatie sanitaire avec d'un côté les pays producteurs de vaccins qui peuvent se permettre de faire cette diplomatie sanitaire et puis les pays consommateurs. Le destin commun de l'humanité, dont parle Xi Jinping en permanence, et là-dedans, le vaccin a la valeur d'un enjeu global. La Chine peut se permettre d'offrir des vaccins aux pays qui en ont besoin. Sur l'utilisation du vaccin russe. Donc tu l'as dit, l'Union européenne n'utilise pas le vaccin russe parce qu'il est russe. On entend aussi qu'il n'est pas sûr. Néanmoins, Israël a vacciné plus d'1 million de sa population avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'il y a probablement eu un arrangement avec le gouvernement russe qui a permis
d'acheter, ces vaccins rapidement. Dernière question, sur le dispositif COVAX, qu'en est-il de ce dispositif qui a été mis en place, sous la houlette de l'OMS pour financer les vaccinations dans les pays les plus pauvres? Dans le contexte, l'Union européenne a versé, je crois 850 millions d'euros pour, COVAX. Hem, mais ça, c'est parce que alors là, je vous retrouve le chiffre, pour le moment, on a 13 de la population mondiale, donc les pays riches, qui ont préempté plus de la moitié des vaccins disponibles. Donc on est vraiment en plein dans ce problème de mécanisme de déséquilibre sur ce qui devrait être considéré comme un bien public. Et pourquoi est-ce que ça devrait être considéré comme un bien public? Pas uniquement pour des raisons idéalistes de partage fraternel et de solidarité, comme je le disais, mais aussi parce que si on n'arrive pas à vacciner tout le monde, on aura des résurgences d'épidémies tout le temps.